let's go pour le Bill Show numéro 2. Normalement, c'est à l'américaine, les gens ils crient, ils tapent dans les mains, enfin c'est la folie quoi. Bon, et alors c'est parti pour le Bill Show numéro 2. J'adore. Bon, alors, en tout cas, ça y est, on va peut-être brancher un deuxième micro. Bon, c'est pas grave, alors pour faire l'introduction, je vais en utiliser qu'un seul pour l'instant. Bonjour Guillaume. Comment ça va? Très bien. Très bien. Bon, alors on va brancher un deuxième micro, comme ça sera plus facile pour échanger. Alors le principe, ça va être de discuter ensemble et de présenter un peu ton parcours, le parcours professionnel, entrepreneurial, et comment on en est devenu être le big boss des librairies des citres. Parce que ça, c'est quand même classe. Et puis on parlera aussi des startups aussi, parce qu'il y a le côté des citres classiques, et puis il y a aussi votre côté recherche, voilà, où vous êtes toujours à l'écoute des nouvelles technologies et des nouveaux produits à créer. Et parmi les choses auxquelles on parlera aussi de votre startup Tea, qui est une alternative aux books électroniques, Google, Amazon, Kindle, enfin tout ça. Ok ? Alors, est-ce que le micro est opérationnel? je crois que je vais vous donner mon micro, ce sera plus simple, ce sera un peu plus compliqué pour échanger, mais c'est pas grave, on va y arriver quand même. Bon, merci Philippe. Bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci d'être là ce soir. Merci pour l'invitation, d'avoir Carole, que je connais depuis déjà quelques années, puisqu'on était ensemble à San Francisco pendant un certain temps, que ce soit avec des startups sur un bateau d'un ami commun. Voilà, j'étais là effectivement il y a 1 an pour une autre opération. Ce que je vous propose effectivement non pas de vous raconter ma vie parce que j'ai déjà 47 ans et on me passerait plus longtemps que le temps que nous a imparti, mais quelques éléments phares, et puis surtout qu'on ouvre le débat, parce que j'imagine que si vous êtes venus, c'est qu'il y a peut-être des choses sur lesquelles vous voulez qu'on discute, donc on se garde effectivement du temps pour échanger ensemble. Autour de ça. Voilà. Je suis toujours très heureux de venir ici parce que ces locaux sont absolument splendides et les locaux de TI sont beaucoup moins classe que ça. Il va falloir qu'on fasse des efforts de décoration, ça c'est sûr. Voilà. Donc, Guillaume de Cite, j'ai 47 ans. Qu'est-ce que je peux vous dire? Par où on commence? On va commencer par la fin. Donc effectivement aujourd'hui, qu'est-ce que je fais? Donc je suis le fondateur de Tea e-book Alternative, qui est une start-up lyonnaise, qui a été lancée il y a de ça maintenant 3 ans, qui est une solution complète pour rendre du numérique en concurrence avec Amazon, iBook, Apple et compagnie, et qui est en fait une alternative assez ambitieuse pour être dans un modèle ouvert et open source. Voilà, pour faire simple, Kindle et iBook, techniquement ça marche très bien, mais c'est complètement fermé, propriétaire, ce qui fait que quand vous êtes sur iBook d'Apple, vous pouvez lire ça que sur un matériel Apple, et quand vous êtes dans l'environnement Kindle, là aussi vous êtes complètement scotché. D'ailleurs, je ne sais pas si vous lisez le New York Times, mais il y a un article assez extraordinaire qui montre qu'aux États-Unis, Amazon a commencé à déréférencer les titres de Hachette, qui est le plus grand éditeur mondial, parce qu'ils n'étaient pas d'accord sur le niveau de remise. Donc vous avez des auteurs comme Malcolm Gladwell, par exemple, qui se retrouvent à queue de peloton, simplement parce qu'Amazon, finalement, n'a pas son niveau de remise avec Hachette. Donc il y a un enjeu politique, social, économique très fort, et on travaille beaucoup là-dessus. Et on recrute chez TI, donc ceux qui sont intéressés potentiellement. On est 15 personnes aujourd'hui, on espère être une trentaine d'ici 12 à 18 mois, donc il y a des choses à faire. Donc ça c'est sur TI, sur 2 sites, effectivement, c'est une société. Alors c'est 2 sites, c'est génial parce qu'à la fois c'est mon nom d'entreprise et puis il se trouve que c'est mon nom aussi. Mais 2 sites, ça a démarré il y a 108 ans, comme le librairie de quartier, place de cours. Et puis ça a passé 2 guerres mondiales et mon père a développé ça pendant quasiment 40 ans. Et je l'ai repris il y a maintenant un peu plus de 6 ans, après avoir passé 10 ans en Californie, on y reviendra, où j'étais entrepreneur et j'ai fait du capital risque. Et depuis 6 ans, effectivement, on a développé l'entreprise, à la fois sur ses métiers traditionnels, qui sont les librairies, en les rénovant de manière assez importante, aussi avec notre site internet, on était le premier libraire en fait en France en 97, de site.fr. Et on met beaucoup l'accent là-dessus, soit sous notre propre nom, soit avec des tiers. Donc on a des partenariats forts avec Price Minister, avec Système U, avec Cdiscount, cela, on pourra en parler. Et puis, on a développé d'autres métiers autour de ça. Donc aujourd'hui, le site, c'est un peu moins de 400 personnes, c'est 70 millions de chiffre d'affaires. Et TI, c'est 15 personnes, 850 000 euros de chiffre d'affaires. Et puis à côté de ça, j'ai créé il y a 3 ans une fondation qui s'appelle le Fonds de Citre, qui
travaille autour du livre et de la lecture. Donc on travaille en partenariat avec tout un tas d'associations, de fondations, donc Sport dans la ville, les Restos du Cœur, ainsi de suite, pour faire des actions qui sont importantes autour de l'éducation de la lecture. Et il y a 4%, donc je le finance à titre personnel, De Citre finance à hauteur de 4% de ses résultats, et les clients de Citre. Donc si vous venez dans les périodes de Citre et que vous participez aux opérations d'arrondi solidaire, tout ça, ça participe à tout ça. Voilà, donc je continue la marche arrière. Donc en Californie, j'y suis passé 10 ans, et donc j'ai cofondé là-bas une startup qui s'appelle Placecast, qui est basée à San Francisco, qui fait du contenu de géolocation mobile. Donc ça c'était il y a 8 ans. Et puis j'ai fait du capital risque. Donc j'ai investi dans une quarantaine de startups un peu partout dans le monde. Voilà. Et puis après j'ai fait quelques études. Voilà. Programme chargé. Bon, et donc alors pour un peu expliquer comment une entreprise voilà, qui date de plus de 100 ans, De Citre, a vu arriver le numérique. Parce que c'est vrai que dans le domaine des médias, on va dire un peu classique, la télé, la radio, la musique, enfin tous, on va dire, ils ont eu peur d'Internet globalement. Certains, ça leur a pas réussi, parce que du coup, ils ont laissé passer le train et du coup, ils ont du mal à revenir un peu dans la marche. Comment De Citre a réussi à ne pas avoir trop peur en tout cas d'Internet et de se dire plutôt ça peut être une opportunité plutôt qu'un risque pour nous de travailler sur le web? Alors, je ne sais pas si on a réussi, parce qu'on est en plein dedans. Il faut bien comprendre que cette révolution de l'Internet et du numérique n'est pas terminée, on en est qu'au tout début. Donc, en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'effectivement, moi, il se trouve que, je ne sais pas si c'est un concours de circonstances, mais je finissais mes études à l'école de commerce de Grenoble. Et donc je parle du début des années 90, donc je pense qu'il y a un sang dans la salle qui n'est pas né. Et j'ai découvert en fait le réseau internet à l'époque. J'étais en stage chez Schlumberger à Saint-Étienne, et donc j'ai trouvé ça assez génial. Donc c'est le début des années 90, et autour de 94, donc c'était l'époque où on se connectait à internet avec un modem. Et la plupart des gens ne connaissaient pas, c'était mosaïque et tout ça. Et donc, mes week-ends étaient organisés, je faisais venir la famille et les copains pour qu'ils découvrent Internet, quoi, à l'époque, 94. Et en 95, j'ai dit à mon père, écoute, il y a une boîte que j'ai découvert qui s'appelle Amazon, donc on vend la librairie et puis on achète des actions Amazon. Et mon père a dit, écoute, non. Non, avec le recul, c'est vrai que c'était un commentaire un peu qui avait de quoi surprendre mon père. Mais moi, ça ne me surprenait pas, enfin bref. Et donc, il ne l'a pas fait. Par contre, quelques années plus tard, en 97, il a créé la première librairie française sur Internet. Et je pense qu'il y a effectivement eu, vraisemblablement par concours de circonstances, moi j'étais dans la tech, mon père était donc là, et j'étais administrateur, et donc on a discuté de ces sujets-là, et on a essayé de faire des choses là-dessus. Puis en 95, je suis parti au États-Unis. 97, je suis parti aux États-Unis. Mais donc, tout ça pour dire qu'il y a... il y a des mutations très fortes dans ce métier-là, mais comme il y en a dans la santé, dans les journaux, dans partout. Et quand on est dans un business familial, dans la famille, on se parle et on discute de nos sujets de compétences. Je pense que c'est comme ça que petit à petit, on s'est mis là-dessus, quoi. Voilà. Parce que bon, pour se remettre un peu dans l'idée, en 97, alors moi, le premier opérateur en France, je crois que c'était Infony, qui proposait l'accès à Internet, c'était en 95-96, donc 97, on va dire que vous êtes quand même en avance. Alors est-ce qu'à cette période-là, il y avait déjà des systèmes de vente en ligne? Est-ce que c'était plus un site qui présentait finalement l'activité de Citre? Comment s'articulait un peu ce site? Parce que là, on était vraiment aux prémices, en tout cas, du grand public pour l'accès à Internet, parce que Internet existait depuis déjà pas mal d'années, mais l'accès au grand public était vraiment hyper récent, quoi. Infony, je connais bien parce qu'en fait, à l'époque, j'étais chez Sun Microsystems à Lyon et c'était un des premiers fournisseurs d'accès. Et le directeur technique, c'était Fabrice Lacroix, qui est un ami de longue date, qui est un ancien de l'Antimac. Et c'était effectivement cette période-là. Si je me remets un peu à l'époque, je me rajoute les cheveux, on voyait bien, on sentait bien que c'était quelque chose d'incroyable. C'est-à-dire qu'entre l'informatique d'avant et quand on a cet ordinateur connecté et qu'on se connecte à la bibliothèque du Congrès et tout ça avec un réseau IP, on se rendait bien compte qu'il se passait quelque chose d'absolument invraisemblable. Et donc, à l'époque, voilà, on s'est dit qu'il y a des choses à faire, quoi. Et donc, je pense que ça a démarré aussi de ça. Donc, Fabrice d'abord
Infony et puis après Antidote, tout ça, et moi en partant aux États-Unis. Parce que cette capacité d'avoir une connexion instantanée, où que ça soit sur la planète, on n'avait jamais vu un truc pareil, quoi. C'était quelque chose de dingue. Donc, comme on n'était pas complètement idiot, on s'est dit qu'il fallait qu'on fasse quelque chose avec ça. Voilà, donc vous avez tenté le truc. Et donc, quand vous êtes parti aux États-Unis, comment ça se passe? Vous avez donc du coup gardé un peu la gestion du côté site internet. Enfin, comment s'est passé un peu votre départ et la gestion de votre investissement familial Alors moi j'étais administrateur, mais j'étais plus du tout dans l'opération. Enfin, je l'avais jamais été en fait chez le site. Par contre, Christophe, ma sœur, qui a fait l'école des ponts, elle a fait toute sa carrière dans Internet et elle a été pendant très longtemps en France avant de partir à Londres pour rejoindre son époux. Et donc elle a pas mal donné de coups de main là-dessus. Donc là aussi, c'est une affaire de famille. Et puis j'ai un frère, Antoine de Citre, qui en fait a démarré sa carrière après avoir démarré chez Price, où il avait un incubateur qui était première époque Internet à Paris, rue des Jeuneurs, 5000 m², et où il hébergeait un certain nombre de startups dont certains ont plutôt bien marché. Et donc, on va dire qu'il y a peut-être effectivement un noyau familial qui fait qu'entre les uns et les autres, je dirais tout ça c'est un petit peu auto-alimenté, quoi, parce qu'il y avait mon expérience aux États-Unis, l'expérience de mon frère, et puis en même temps, mon père qui disait écoutez, vous êtes gentil d'Internet, mais en même temps, aujourd'hui, il y a quand même beaucoup de gens qui viennent encore dans les magasins, et en fait, on se rend compte que, contrairement à ce que je pensais il y a 6 ans quand je suis revenu en France, les clients veulent tout de suite. Donc en fait, il y a plein de gens qui aiment aller sur Internet, il y a plein de gens qui aiment venir en magasin, il y a plein de gens qui veulent faire les deux. Et donc un des gros enjeux, on travaille pas mal avec des gens comme Cdiscount, Price Minister et tout ça, un gros enjeu au niveau aujourd'hui, c'est aussi de lier le monde Internet avec le monde physique. Ça, je pense que c'est un des gros enjeux du moment. On pourra revenir sur les différentes lectures, mais pour vous donner un exemple, aujourd'hui, plein de gens qui viennent en magasin pour chercher un livre, et il nous arrive de ne pas avoir le livre, puisque pour vous donner une idée, une librairie de sites, c'est entre 50 000 et 80 000 références différentes, et le catalogue du livre en français, c'est 650 000 titres, et on sort 6 000 nouveaux par mois. Donc on ne peut pas avoir tout en magasin, c'est pas possible. Et donc un des sujets qu'on évoque, c'est le client vient en magasin, si on a le livre, super, il part avec, si on ne l'a pas, potentiellement, on peut lui proposer de télécharger sur son iPhone l'application de Citre développée par Tim pour qu'il achète son livre numérique immédiatement, donc il repart avec. Ou si ça ne l'intéresse pas, au minimum, il peut télécharger les 2 premiers chapitres et puis on lui livre le livre potentiellement le lendemain ou sur le lendemain, soit en relais colis, soit chez lui. Et donc toutes ces expériences entre chez soi, le magasin, tout ça, c'est des expériences qui sont intéressantes parce que dans le monde du livre en tout cas, contrairement peut-être à d'autres produits, vous n'imaginez pas la diversité des besoins des clients. C'est-à-dire que si vous voulez une boîte de petits pois, il y a peut-être, je sais pas, 10 ou 15 références différentes. Alors il y a le premier niveau, il y a inversement le produit bio et tout ça. Dans le livre, il y a vraiment 650 000 références différentes. Et en fait, les besoins des gens sont très différents. Et donc, et puis vous avez un client sur 2 qui rentre et vous dit qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Il dit vous ne pouvez pas me conseiller parce que je ne sais pas ce que je veux. Donc, un des enjeux du métier libraire, c'est justement de discuter pour savoir qu'est-ce qu'ils ont lu, qu'est-ce qu'ils n'ont pas lu, qu'est-ce qu'ils ont aimé, qu'est-ce qu'ils n'ont pas aimé. Et ça, c'est quelque chose qui est compliqué à automatiser complètement. Donc il y a une vraie notion de service qu'on essaie de faire en magasin et de plus en plus qu'on essaie de faire et sur Internet, en numérique, en mixant les 3. Ça, c'est un enjeu fort. D'accord, ouais. Et donc, bon, le fait de commencer en 97, est-ce que cette avance, on va dire, a été bénéfique? Est-ce qu'il y avait un vrai intérêt? Bon, il y a eu la bulle Internet en 2002, enfin 2001, 2002, enfin bon, ça a été un peu le carnage à partir de 2001. Mais globalement, est-ce que le fait d'avoir commencé assez tôt, parce que c'est le cas, est-ce que ça a été plutôt positif pour vous pour le développement d'un site Internet ou pas particulièrement au final avec le recul? Parce que alors, c'est toujours difficile de refaire l'histoire parce que, on l'a fait en l'occurrence, souvent ça donne des résultats mais c'est pas ce qu'on escompte. C'est-à-dire qu'une des plus belles réussites de Citre, liée notamment à ce travail sur Internet, c'est qu'on est maintenant en fait le premier éditeur de ce qu'on appelle de métadonnées pour le livre en langue française. C'est-à-dire que quand vous avez besoin d'informations bibliographiques autour du livre,
c'est-à-dire la jaquette, l'auteur, l'éditeur, le poids, les avis, en fait, c'est nous qui les fournissons. Et nos clients, c'est Google, c'est Amazon, c'est Cdiscount, c'est Price Minister, c'est tous les grands acteurs dans le monde qui veulent les informations. Et ça, c'est le hard price du bouquin. Quelque part. Oui, ben, en l'occurrence, il se trouve qu'on a recruté une ancienne de chez Hard Price pour s'occuper de cette activité pendant un petit moment. Mais c'est un peu ça, effectivement. Ça, c'est un bon business parce que on est aujourd'hui les seuls à avoir véritablement cette compétence-là. Et pourquoi on l'a développée? Parce que dès qu'on s'est mis sur Internet, il faut forcément avoir les bonnes informations sur le bon titre. Pourquoi? Parce que si on n'a pas le titre, ben, évidemment, on ne le vend pas. Mais si on l'a et qu'il n'est pas à jour, pas correctement, on ne retrouve pas le moteur de recherche, on n'a pas le bon référencement. Ou si on dit qu'il existe mais qu'il n'existe plus parce qu'il est plus en stock chez l'éditeur, à ce moment-là, on fait un client mécontent et on perd un client. Donc il y a une vraie problématique, mais qui existe d'ailleurs en e-commerce pour toutes les activités, c'est que si vous n'avez pas les bonnes métadonnées, que vous vendiez quoi que ce soit, vous n'avez pas le bon référencement et vous avez pas. Parce que le e-commerce, bon, je ne sais pas qui fait l'e-commerce là, un petit peu. Quand vous vendez sur Internet, comme évidemment il y a beaucoup de gens qui essaient de vendre les mêmes produits, en général les marges de manœuvre sont assez faibles parce que tout le monde a les mêmes coûts de structure, tout le monde fait les mêmes colis en carton, tout le monde utilise la poste, machin. Donc on est sur des marges qui sont assez faibles. Donc un des enjeux, il y a un enjeu de taille, d'économie d'échelle, et puis après il y a un autre enjeu qui est de faire en sorte que les clients soient fidélisés le plus possible. Et donc, les bons sites de e-commerce, ils ont un taux d'annulation qui est de 1, 2, 3, 4%, mais entre guillemets les mauvais ou les moins bons, on est sur le taux d'annulation de 10% ou 15%, et là, ça tue le business. Donc, c'est tous ces aspects-là qu'on a travaillé, et qui, je pense, nous ont beaucoup aidés, et on s'est rendu compte que le fait de développer ça pour le site de e-commerce, c'est important aussi pour les magasins, parce que quand on a les bonnes métadonnées, on peut s'en servir et pour les clients sur Internet, et puis pour les clients en magasin, évidemment. Et voilà, donc ça c'était un des sujets. Et puis l'autre sujet, c'est que, encore une fois, De Citre avait un réseau de librairies physiques en région Rhône-Alpes. On avait très peu de clients en dehors de la région Rhône-Alpes. Et Internet, maintenant, on vend des livres dans 250 pays. Donc ça a été une opportunité de... Enfin, c'est un risque parce qu'on se retrouve avec un acteur comme Amazon ou d'autres en face de nous, donc c'est compliqué. Mais en même temps, c'est une chance incroyable parce qu'une société qui fait que 70 marchés d'affaires à 400 personnes peut vendre des livres dans le monde entier. Et donc, après, une fois qu'on va dire que le site est en place, vous avez fait tous ces... D'ailleurs, ces données, ces métadonnées, elles sont, comment dirais-je, vous avez externalisé, enfin, vous avez créé une société qui est spécialisée là-dedans, où c'est sous le nom de Citre que ce genre de données sont exploitées. Chez le Citre, on a deux sociétés, De Citre, qui est les activités entre guillemets traditionnelles, donc c'est les librairies et les ventes aux bibliothèques, et De Citre Interactive, qui est la filiale qui s'occupe de ce qui est Internet et métadonnées. Métadonnées, d'accord. Et donc, à quel moment vous vous êtes dit, bon, c'est cool d'avoir un site internet, c'est cool de pouvoir vendre des bouquins, mais maintenant on voit bien arriver aussi, comme vous le disiez tout à l'heure, Amazon, Google, qui proposent des systèmes de numérisation de bouquins avec la facilité, en tout cas d'achat, que ça peut procurer. La facilité de transport aussi, enfin il y a tout un tas de choses comme ça. À quel moment vous vous êtes dit, bon là il ne faut pas qu'on loupe le train parce que sinon ça peut être peut-être compliqué pour nous plus tard? Alors, le premier Kindle que j'ai acheté, c'était en 2006, quand j'habitais à San Francisco, enfin à Palo Alto, parce que moi j'étais un gros lecteur du Monde, et quand on habitait à Palo Alto et qu'on voulait lire Le Monde, il fallait aller côté Union Square à San Francisco, donc il y avait une demi-heure de voiture, le journal arrivait avec 2 jours de retard à peu près, et donc on ne pouvait pas faire ça tous les jours, quoi. Et donc ça a été un des trucs marrants de Kindle, c'était effectivement d'avoir l'abonnement au Monde à San Francisco, donc j'ai acheté à l'époque le Kindle pour ça, et donc quand j'ai vu ça, j'ai vu que voilà, c'était intéressant, c'était les premières liseuses en encre électronique, parce que j'imagine qu'à un certain moment d'entre vous se rendent compte qu'un écran rétroéclairé, c'est pas très très bon pour la vision, c'est un des problèmes qu'on a sur la lecture, alors que l'encre électronique de ce point de vue-là est beaucoup moins agressive et beaucoup plus efficace. Et donc, j'en ai parlé avec mon père, et
et puis il ne s'est pas objectivement passé grand-chose à cette époque-là. Et c'est quand je suis revenu, effectivement, il y a 6 ans, qu'on a commencé à réfléchir pour savoir qu'est-ce qu'on pouvait faire. Sauf que là, c'était quand même compliqué parce que déjà faire un site internet pour une entreprise de taille moyenne, c'est compliqué, mais concurrencer Amazon sur du numérique, il faut être un peu fou furieux, quoi. Donc, en fait, j'avais pas envie de le faire parce que je trouvais que c'était trop compliqué. Et l'idée que j'ai eue en fait à l'époque, c'était que, ayant été investisseur dans un certain nombre de start-up dans le monde de l'open source, je me suis dit, il n'y a pas de raison, il y a quelqu'un qui a dû développer un système qui permet de vendre du numérique en open source, il faut simplement qu'on le trouve, et puis qu'on le mette à notre source de site, comme on utilise Magento, comme on utilise MySQL, tous ces trucs-là. Et donc on a trouvé différents bouts de code, notamment Calibre, qui est une bibliothèque de lecture qui était développée par un ingénieur indien de Caltech en Californie. Mais il n'y a pas une solution bout en bout. Et donc je n'avais pas réglé mon problème. Et ce qui, je pense, a été un des déclencheurs, c'est que faisant pendant quasiment 2 ans les allers-retours entre la France et San Francisco, j'étais très Apple, je suis toujours mon téléphone, mais j'ai eu un message d'Apple qui dit si vous voulez du contenu français, vous ne pouvez pas en l'état actuel des choses, parce que vous avez un compte iTunes américain, on ne peut pas avoir 2 comptes iTunes sur un seul device Apple. Donc soit vous gardez vos comptes américains et vous n'avez pas accès au contenu français, sachant que je passais la moitié de mon temps en France, enfin un petit peu moins, 40%, soit vous accédez à des comptes français, mais vous devez juste laisser tomber vos comptes, enfin vos contenus américains. Et j'avais quand même acheté du contenu sur iTunes pendant 5 ou 6 ans. Donc pardonnez-moi, mais ça m'a vraiment fait mal au cul. Voilà, c'est vrai que c'est la conjonction de cette révolte personnelle, du besoin business de trouver une solution, qui en fait m'a amené à créer le team, et qui fait qu'on en est là aujourd'hui. C'est vraiment ces 2 aspects-là, c'est-à-dire qu'il y avait vraiment un besoin pour faire en sorte que le million de clients de site puisse avoir une solution, et le fait que je suis juste contre une hégémonie qui fait qu'on vous dit qu'est-ce qu'il faut lire, comment il faut le lire ou pas, ou comment. C'est-à-dire que faut quand même vous rendre compte que Amazon censure certains livres. C'est-à-dire que vous avez des livres de, je ne sais pas s'ils le font toujours, mais pour qui sonne le glas de Hemingway, pour Liberty Tools, chaque fois qu'il y a marqué fuck, il y a marqué 3 petits points. Je ne dis pas que c'est un joli mot, on juge, mais c'est ce qu'a écrit Hemingway, quoi. Donc si on commence à censurer, voilà, c'est comme si un journaliste, on commence à lui censurer ses articles, ainsi de suite. Donc il y a vraiment des problèmes de fond autour de ça. Et la bonne nouvelle avec T, c'est qu'à date T plus 3 ans, ça aurait déjà dû foirer. Sauf qu'aujourd'hui, on est 15 personnes, on fait 850 000 € de chiffre d'affaires. Nos clients, c'est sur 2 sites, c'est Cultura, c'est Cdiscount, c'est Système U, on vient de signer Auchan, c'est le journal La Croix, les éditions Bayard, c'est une quinzaine de librairies, donc c'est déjà plus de 300 points de vente en France qui sont équipés de la solution anti, donc c'est 3 fois la FNAC. Donc on a encore beaucoup de chemin à faire, mais voilà, ça avance. Et donc quel est le fonctionnement? Alors peut-être il y a quelques personnes qui connaissent pas forcément Ti. Quel est donc le fonctionnement à quel moment? Qui connaît Ti? Voilà, oui, quand même. Bon, on va en reparler. C'est pas bon, 40%, je dirais même. Donc voilà, à quel niveau vous intervenez? C'est-à-dire que c'est au niveau du soft, au niveau du matériel, pour les, comme vous disiez, les magasins avec qui vous travaillez, quelles sont, on va dire, leur intervention, quoi? Est-ce que c'est juste mettre la tablette à leur couleur? Est-ce qu'eux, ils peuvent agréger aussi le contenu numérique? Enfin, comment ça se passe en fait? Quel est votre produit exact au niveau de Ti, quoi? Alors, Ti, au départ, on était parti en se disant, mettez-vous à la place d'un libraire quartier qui veut vendre du livre numérique. Comment il fait, quoi? C'est-à-dire que, voilà, les bouquins papier en général, ils connaissent à peu près, mais les numériques, ils connaissent. Donc, en fait, on a construit une solution logicielle clé en main qui font qu'on amène tout à un libraire pour qu'il puisse vendre des livres numériques à ses clients. Donc, ça commence par exemple par une liseuse. Donc, en fait, on est en partenariat exclusif avec une société ukrainienne qui
s'appelle Pocketbook, est le troisième vendeur de liseuses au monde. Ils font à peu près 1 million d'euros, 1 million de liseuses vendues dans le monde. Et donc, vous voyez, c'est Powered by T. Et en fait, le soft, notamment l'e-book store, est customisé par un libraire. Donc, vous avez l'e-book store de Docile, de Cultura, de Système U, du Bombardon à Brest, et ainsi de suite. Donc, ça, c'est si vous voulez, le libraire veut vendre des liseuses. Et puis, si, comme tout le monde, il a des clients qui ont des iPhones, qui ont des tablettes, ça, on a toutes les applications pour tous ces supports-là, on customise en marque blanche, Powered by T, pour ces gens-là. Donc, si vous allez sur l'App Store d'Apple, vous tapez de site Rebook et vous avez l'application lecture numérique qui est gratuite, que vous pouvez télécharger pour lire tout ça. Donc, en fait, c'est un modèle SaaS où on amène toute cette solution, aussi bien l'accès au contenu que les applications de lecture, que tout ce qui va entre les deux pour acheter. En fait, il y a 3 fonctions principales dans les e-books. Il y a le fait de pouvoir lire, quel que soit le support. Il y a le fait de pouvoir acheter, évidemment, que les livres soient payants d'ailleurs ou gratuits. Il y a le fait de pouvoir gérer sa bibliothèque, puisqu'à partir du moment où on a acheté des contenus, on a envie de classer par genre, par titre, par tout ce qu'on veut. Bon, et puis après, il y a tout un tas de fonctionnalités qui sont prise de notes, avis, ainsi de suite. Bon, ça, c'est secondaire. Voilà, donc nous, on loue cette solution-là. Donc c'est pour ça qu'à date, la plupart des gens ne connaissent pas T, parce que c'est, à date, une marque plutôt B2B. Sachant qu'un des enjeux sur cette année-là, 2014, c'est de faire connaître en fait cette marque auprès du grand public. Donc on a un certain nombre d'actions qu'on est en train de préparer pour qu'en fait, quand vous voyez T, vous vous dites, bah, même si c'est vendu par Cdiscount ou par Système U ou par 2 sites, je sais que c'est ouvert, je sais que c'est pas 1984. Quoi. Voilà. Et donc on est en train de travailler là-dessus par le biais de réseaux sociaux, par le biais de différentes campagnes avec nos partenaires. C'est la prochaine étape. Bon. Et au niveau, bon, bah, moi je suis éditeur de bouquins, enfin je suis écrivain, et j'aimerais bien être diffusé sur votre plateforme. Comment ça se passe du coup Est-ce que vous êtes aussi méchant que Amazon ou Google ou pire, c'est pire, bien sûr. Quelle est votre technique? Alors, on est déjà, on a 99% du catalogue de livres numériques qui sont en fait en provenance des éditeurs français. Donc Hachette, Flammarion, Gallimard, Le Seuil, on les a quasiment tous, on est en 99%. Donc ça c'est fait. On est en train de travailler sur d'autres types d'offres qui sont les livres en langues étrangères, hein, donc c'est livres en anglais, en espagnol, en italien, tout ce qu'on veut, donc ça c'est le sujet de l'année. Et aussi tout ce qui est en fait autopublication, donc c'est un des sujets dont on va parler tout à l'heure, hein, à la bibliocratie, c'est-à-dire que de plus en plus les gens non seulement lisent, mais les gens écrivent. Hein, et donc il y a un certain nombre de sites qui existent déjà, les Lulu et tous ces trucs-là, qui font soit du papier, soit du numérique, soit les deux. Donc un des enjeux, c'est effectivement d'arriver à agréger cette offre, sachant que nos concurrents, en l'occurrence Amazon ou Kobo, ont leur propre plateforme d'autopublication. Et donc nous, un des sujets qu'on se pose maintenant, c'est est-ce qu'on développe notre propre plateforme d'autopublication ou est-ce qu'on agrège les plateformes existantes ou est-ce qu'on fait un mix des deux, ça n'a pas encore été tranché. Voilà. Mais quand vous parlez de T, quelle est la différence par exemple entre la Kobo, justement, c'est la Fnac, hein, je crois, c'est ça, et votre système à vous? Parce que finalement, enfin bon là, en pure personne qui m'intéresse au sujet, je me dis, quelque part, bon ils nous font un Kobo, mais on va dire marque blanche qui permet eux de distribuer auprès d'autres, comme vous dites, libraires papier qui peuvent rentrer du coup dans le business assez rapidement. À quel niveau vous faites cette ouverture, l'ouverture que vous dites, c'est... Alors, ça dépend des concurrents. C'est-à-dire que parmi les exemples les plus flagrants, le plus flagrant, je pense, c'est Apple. Hein, donc Apple, ça ne fonctionne que sur matériel Apple. Donc ça, c'est juste dingue. Amazon, Kindle, en fait, ils ont différentes applications de lecture, mais on ne peut pas sortir du nuage Amazon. C'est-à-dire que si pour une raison X, Y ou Z, vous décidez de prendre vos contenus numériques et d'aller les utiliser sur Kobo, sur TIFF, n'importe quoi, ce n'est pas possible. Donc vous êtes complètement enfermé dans cette plateforme-là. Et ils le font, et Kobo fait partie de cela, par en fait des DRM qui sont propriétaires. C'est-à-dire qu'en fait, et nous on travaille avec un DRM qui, nous est imposé par les éditeurs, mais bon, qui est le moins pire, qui est Adobe.
et qui fait que si vous voulez acheter un fichier de TI à date, vous pouvez le lire quelle que soit la plateforme. Voilà. Et ça, c'est un des enjeux. Et les autres enjeux, c'est qu'encore une fois, on essaie de faire au maximum. Kobo appartient à Rakuten. Et ils ont fait un accord commercial avec la FNAC. En l'occurrence, l'accord avec la FNAC a eu lieu avant que Kobo soit racheté par Rakuten. Et donc, ça fait partie de la stratégie commerciale de Kobo. Et nous, je dirais, encore une fois, l'enjeu, c'est de mettre tout en musique pour qu'on soit véritablement dans un environnement ouvert, ce qui n'est pas du tout l'objectif d'aucun de ces acteurs-là. Donc, je dirais, si vous achetez votre e-book, ça ne paraît pas flagrant, puisque quelque part, vous faites la même action, mais les conséquences derrière ne sont pas du tout les mêmes. C'est-à-dire que, prenez par exemple Amazon, Amazon, ils lisent ce que vous lisez. Et en fonction de ça, ils peuvent évidemment vous recommander des livres, mais ils peuvent potentiellement donner l'information à des tiers. Donc je ne vais pas vous refaire le couplet de Snowden, mais en fait, c'est ça qui est en train de se passer. Et quand on sait qu'est-ce que vous lisez, ça a des impacts majeurs sur ce que vous êtes ou pas. C'est-à-dire que vous avez déjà des pays où les gens, quand ils lisent en... Enfin, je fais 2 pas en arrière. De plus en plus, les gens savent qu'ils sont espionnés, donc ça modifie leurs habitudes. Habitudes sur ce que vous faites, habitudes sur ce que vous regardez, habitudes sur ce que vous lisez, ainsi de suite. Bon. La lecture, c'est ce qui forme votre esprit, entre autres. Donc à partir du moment où vous avez des restrictions que vous donnez sur ce que vous lisez, par exemple, ça change la personne que vous êtes. Donc je vous renvoie à un grand classique, 1984. Fait flipper. Mais c'est la réalité qui est en train de se passer. Et quand je parlais de ça il y a 3 ans, quand on a créé TI, c'était bien avant Snowden, et ça faisait un peu marrer tout le monde. Les gens rigolent beaucoup moins maintenant, parce que c'est vraiment ce qui est en train de se passer. Donc je dirais qu'un des enjeux de TI, un des enjeux business, c'est effectivement de montrer au consommateur lambda, quelque part, qui pour lui, voilà, c'est une liseuse, c'est qu'il y a des enjeux derrière qui sont plus importants que ce qu'on pourrait croire de prime abord. D'accord. Et donc le business model d'un tel produit est ultra simple. On a un modèle SaaS, donc on loue la licence logicielle tous les mois, et puis on prend pour son achat de vente. Voilà. C'est-à-dire qu'un vendeur, un libraire qui veut se mettre à vendre, il prend contact avec TI, vous lui fournissez, on va dire, les tablettes qu'il peut vendre, et il a un store à son image. Comment ça se passe? Le store est étiqueté TI, ou alors il est étiqueté le nom de la librairie? Ça dépend le montant qu'il paye, mais globalement, pour 50 € par mois, il reçoit un pack de 10 liseuses qui sont effectivement brandées à son nom, Power by TI. Et avec ça, donc, il peut vendre ses liseuses à ses clients, le chiffre d'affaires rentre dans son chiffre d'affaires, évidemment, et les informations lui appartiennent, c'est-à-dire que ses clients lui appartiennent, contrairement par exemple à Kobo. Amazon a un programme par exemple aux États-Unis avec les libraires, et ils sont en train de faire la même chose, enfin d'ici la même chose que ce qu'ils ont fait avec avec Borders. En fait, les gens font la vente, mais toute l'information sur le client est la propriété d'Amazon. Et donc, nous, on vend ces liseuses, on a évidemment une petite marge là-dessus, et la très très bonne nouvelle, c'est qu'on a une quinzaine de libraires qui sont vraiment des commerces, des libraires à quartier, et ils vendent du numérique. D'accord. Voilà. Et ça, c'est la bonne nouvelle, c'est-à-dire qu'on aurait pu se dire, voilà, on va leur louer la solution et puis ça ne va rien faire, mais pas du tout. On a tous nos clients vendent du numérique. À des degrés divers, ils en vendent tous. D'accord. Et au niveau de la customisation du store, est-ce que c'est un store le même pour tout le monde, ou alors est-ce qu'un libraire spécialisé dans tel et tel domaine a la possibilité de choisir, on va dire, que les bouquins qui sont susceptibles d'intéresser ses clients? Alors, techniquement, tout est paramétrable. Après, on se rend compte que les libraires n'ont pas tous soit l'envie, soit le temps de tout paramétrer tous les jours, parce que l'offre de livres change littéralement tous les jours. Et donc, ça fait partie des services qu'on propose. En tout cas, si le libraire veut avoir la main et faire son animation sur l'e-book store tous les jours, il peut le faire. D'accord. Et donc, à moyen terme, comment vous voyez l'évolution de TI? Justement, tout à l'heure, vous parliez de mettre peut-être un peu plus en avant la marque TI et être un peu moins une espèce de marque blanche, on va dire, B2B. Quelle est la suite pour TI? Qu'est-ce que vous imaginez dans 6-7 ans? Vous imaginez où? Je dirais, nous, notre priorité,
avant de penser à 6-7 ans, c'est déjà de déployer les clients qu'on a ensemble, qui sont, encore une fois, très très importants, puisque Système U, c'est 1300 points de vente en France, Auchan, c'est à peu près autant, ainsi de suite. L'idée, c'est déjà de bien faire ce qu'on est en train de faire, et si on fait ça, on va être un acteur important de ce créneau. Et non seulement en France, prochaine étape, c'est l'étranger, évidemment. Et après, effectivement, le gros enjeu, c'est celui que tu as déjà évoqué, c'est jusqu'à quel point les consommateurs, les clients, les personnes vont comprendre ces enjeux-là, on va arriver à leur faire comprendre, ils vont avoir envie de jouer le jeu. C'est pas mal tout ça. Grosse aventure. Bon, bah écoutez, ça paraît pas mal. Est-ce qu'il y avait quelque chose, un sujet sur lequel vous vouliez un peu plus aller en profondeur, ou alors on peut aussi justement faire un peu la transition avec Eric et donc sa start-up. Oui, c'est très intéressant ce que tu voilà, dis. Crassi, voilà, qui est donc une start-up, tu m'arrêtes si je me trompe, qui on va dire, est un système un peu de crowdfunding pour les bouquins, enfin pour les écrivains, et qui permet de proposer des projets et d'acquérir, on va dire, voilà, les éditer par le biais des clients, futurs clients. Ouais. Pour nous présenter tout ça, et puis après justement Guillaume pourra faire un petit retour sur ta présentation. Ça met un peu la pression. Attends, je te laisse ma chaise. Bonsoir, donc moi je m'appelle Eric Fayet et je suis cofondateur de Bibliocratie, et quand j'écoute ton parcours, je suis forcément impressionné parce que nous on existe en tant que société depuis le 22 janvier, donc forcément ça fait rêver. On entend des noms qui bien sûr nous intéressent. On existe depuis le 22 janvier, mais on existe quand même depuis en fait avril 2012, d'abord sous une forme associative. Ça c'est mon associé Guillaume Goin qui avait monté ça. L'idée elle est assez simple, c'était de se dire, et en France il y a 11 millions de personnes qui existent, et les grands éditeurs que tu as cités tout à l'heure publient très peu de nouveaux auteurs par an, donc on s'est dit tout le monde doit avoir la chance de publier ce qu'il écrit. C'est le principe qui anime notre plateforme. Donc Guillaume s'est dit, je vais créer une plateforme qui va être une plateforme de souscription participative, de souscription publique. C'est-à-dire que chez nous, les gens n'investissent pas de l'argent pour soutenir un projet littéraire, en fait, ils achètent des livres. C'est-à-dire que les gens viennent avec un projet, ils ont un manuscrit ou un recueil de photos ou tout ce qu'ils veulent qui est prêt, comme chez un éditeur. Et ils nous l'envoient. Bien sûr, on le regarde, mais de toute façon, on accepte tout le monde, sauf ce qui est illégal. Et on lui propose de le mettre sur notre plateforme pour qu'il puisse en fait vendre par souscription son livre. Alors comment ça fonctionne très précisément? Donc la personne nous l'envoie, nous on va voir nos imprimeurs, on travaille avec des imprimeurs, et on leur dit ensuite on arrive avec un prix plancher. Alors ce qu'on appelle le prix plancher chez nous, c'est le prix de l'impression pour un exemplaire, plus la diffusion, puisque nous on vend en fait des livres qui inclut l'envoi, le coût d'envoi et la mise sous pied, etc. Après ça arrive directement chez le consommateur. Et plus les 10%, parce qu'on prend 10% en fait pour que notre livre reste en souscription. Donc à partir de là, lui, il définit combien il veut faire de bénéfices à l'exemplaire. Alors on a fixé deux, trois petites règles. Une souscription, elle dure 2 mois maximum. Ça, c'est pour pouvoir créer un buzz autour du bouquin et pour que lui-même puisse activer son propre réseau. Et on a fixé un minimum de 50 exemplaires, c'est-à-dire pour que quelqu'un puisse faire une souscription et pour qu'on arrive à un prix à peu près, enfin non pas à peu près, à un prix raisonnable et un livre qui soit au prix du marché, il faut au minimum 50 exemplaires, ce qui est beaucoup moins que ce qu'on nous disait avant quand on pouvait imprimer qu'en offset. En offset, je pense qu'on fait aujourd'hui n'aurait pas été possible il y a 10 ans pour ça. Et tu parlais toi d'Internet, et c'est vrai qu'Internet permet vraiment beaucoup de choses, puisque nous aussi on a, dans une moindre mesure, des clients un petit peu partout en France, mais aussi à l'étranger. On a des auteurs canadiens, on a des auteurs belges, on a des auteurs suisses, et on a aussi des souscripteurs. Alors qu'est-ce qui se passe? Pendant 2 mois, le livre est sur notre plateforme, sous la forme d'une liseuse, avec des extraits, avec la biographie de l'auteur, etc. Et les gens souscrivent. Ils disent, voilà, ils préachètent le livre. C'est l'auteur qui a fixé lui-même le nombre d'exemplaires qu'il voulait faire.
et la souscription, l'objectif qu'il voulait atteindre, et puis à la fin, quand l'objectif est atteint, parlons des choses d'abord qui sont tristes. Quand l'objectif n'est pas atteint, tous les gens qui ont souscrit sont remboursés, donc zéro risque pour le souscripteur. Et heureusement, ça n'arrive pas souvent. Et ensuite, quand la souscription est atteinte, voire dépassée, on a quelqu'un qui en ce moment est en train de réussir une souscription à plus de 200%, donc l'auteur, chaque souscripteur reçoit le bouquin chez lui, comme prévu, et l'auteur, lui, est très content. Il nous serre la main et il touche 90% des bénéfices, c'est-à-dire que tout ce qui n'entre pas dans l'impression et le coup d'envoi, lui il prend 90%. Voilà. Nous on prend 10% des sommes levées et il peut revenir avec un autre livre quand il veut, mais il n'est pas obligé, c'est-à-dire que au 61e jour, une souscription dure 60 jours maximum, au 61e jour il fait ce qu'il veut de son manuscrit. Par exemple, si un éditeur l'a repéré et décide d'aller le voir pour faire un tirage vraiment important, que ça va être une œuvre majeure et qu'il a envie de le soutenir, il peut tout à fait y aller puisqu'il a gardé le copyright. Si, et c'est ce que j'espère qu'il arrivera à certains de nos auteurs, qui me dit Steven Spielberg, parce qu'on a de la science-fiction, je pense à Steven Spielberg, et on a aussi des beaux bouquins des romans classiques, et c'est pour ça que je pense à Clint Eastwood, viennent les voir et disent voilà, je veux adapter ton livre. Bibliocratie n'a rien à voir dans l'affaire, elle ne prend pas un euro, tous ces auteurs qui gardent le tout. Il reste maître de son œuvre à la fois au moment de la création, parce qu'on accompagne les gens dans leur processus créatif, dans le sens où si on accepte tout, on fait un travail quand même de mise en page. Enfin, on a d'une manière optionnelle chez nous la possibilité de faire un travail de mise en page, de graphisme, etc. Bien sûr, on fait la relecture classique pour qu'il n'y ait pas trop de fautes, et pas de fautes du tout même. Mais il y en a toujours, chez tous les éditeurs, au moins quelques-unes d'entre elles. Mais en tout cas, on fait un accompagnement à ce niveau-là, et puis aussi au moment de la souscription, pendant la souscription. Mais c'est toujours lui qui a le final cut. Il y a des gens, par exemple, à qui on fait des propositions de couverture, ils préfèrent faire quelque chose qui n'a rien à voir avec ce qu'on propose. À la fin, c'est son livre, donc c'est lui qui gagne, quoi. C'est lui qui a le dernier mot. Et tant mieux d'ailleurs, parce que parfois ils ont raison, même souvent. Moi, je me souviens d'un livre qu'on a accueilli. Quand on a relancé le 22 janvier sous forme d'entreprise, là on a à peu près 66 bouquins en souscription en ce moment sur notre site. Si vous allez voir bibliocratie.com, vous verrez, il y a une très grande variété. Moi je me souviens d'un premier livre, je tairai le titre, j'aurais pas mis un copec dedans, et puis j'avais encore mes vieux réflexes parce que j'ai travaillé dans une maison d'édition avant, j'ai été journaliste et chroniqueur d'art aussi, donc je pensais avoir certainement comme d'autres, je pense avoir le monopole du bon goût, à tort l'idée de dire mais ça vraiment, il faut vraiment pas publier ça. Et Guillaume, qui lui est vraiment au départ, m'a converti. Mais si, tout le monde a le droit, vas-y, de toute façon, qu'est-ce que c'est, nanani, il a eu raison, elle a fait 177% la souscription de la fille. Ce qui prouve bien que, voilà, qui sommes-nous parfois préjugés. Donc un bon démarrage, on va dire. En tout cas, encourageant. Ah oui, non, nous ça fonctionne pas mal. On est une petite boîte, on n'a pas des prétentions énormes, surtout aujourd'hui. Mais on a des auteurs qui réussissent leur souscription, puisque 90% des gens qui rentrent en souscription chez nous réussissent leur souscription. Les seuls qui ne réussissent pas, c'est ceux qui ne mobilisent pas du tout leur réseau au départ, ou ceux qui finalement ce qui est dur dans l'acte d'écrit, enfin, je ne sais pas, pour vous demander s'il y avait des gens qui... Est-ce qu'il y a des auteurs parmi vous? Est-ce qu'il y a des gens qui écrivent? On pourra en parler si vous voulez. Moi j'ai beaucoup, j'ai écrit quelques livres, beaucoup c'est un bien grand mot, mais j'ai écrit beaucoup de textes, en tout cas au moins en tant que journaliste. C'est beaucoup plus facile d'être devant ça, même si c'est dur, même si ça demande de la sueur, même si c'est un effort que de produire un manuscrit, mais le faire partager et faire le montrer aux autres, ça c'est une autre aventure. Et certains viennent chez nous, ils croient qu'ils sont prêts, ils disent d'accord on y va, et puis le jour de la souscription ils sont bloqués. Et vous verrez d'ailleurs, je n'ai pas envie de le dire, il y a des gens qui sont à zéro et qui resteront à zéro parce qu'ils finalement ils disent non, surtout pas. Mais nous on a un contrat avec eux, c'est-à-dire que voilà, pendant 2 mois ils restent là et ma foi, il faut pouvoir être là. Bon, super.